Les Nuées Ardentes. Le festival Les Nuées Ardentes présente De quel bois se chauffent les arbres ? Avec Catherine Laine, enseignante-chercheuse au PIAF, Laurent Latuilière, naturaliste et forestier à l'ONF, Pascal Auret-Jonchière, professeur de littérature, Fabrice Planchat, luthier. Poème de la fée Malou. Nous sommes là devant deux arbres qui ne sont pas parfaitement droits. Vous voyez qu'à la base, ils sont courbés. Donc quand on suit des yeux le tronc, eh bien on se rend compte qu'en regardant vers le haut, au bout d'un moment, le tronc est redevenu parfaitement vertical. Prise de son, Francisque Brémond et Jacques Hubert. Comme si l'arbre penché s'était redressé vers le haut. De quel bois se chauffent les arbres ? Une émission présentée par Benoît Bouscarel. Où en est-on de notre relation aux arbres, de notre coexistence et de nos échanges avec ces géants au temps long que le philosophe Démocrite décrivait comme des sortes d'hommes plantés dans le sol, la tête à l'envers ? Que sait-on vraiment aujourd'hui de leur fonctionnement et de leur fonction ? On le comprendra tout à l'heure avec la chercheuse Catherine Laine qui est avec nous et qui, dans le même temps, nous convie, on vient de l'entendre, à une balade dans la forêt de la Comté. Les arbres comprennent leur environnement, mais qu'en comprend-on, nous, des arbres ? Où doit-on les placer dans l'échelle de la nature, alors qu'un courant de pensée, depuis quelques années, qualifie les arbres d'êtres intelligents, avec tous les risques que cela comporte d'une méprise, peut-être, sur ce qu'on entend par intelligence, et in fine, d'une méprise sur la place de l'homme. Nous sont-ils toujours aussi mystérieux à mesure que nous les connaissons mieux, grâce aux sciences qui s'y intéressent sans discontinuer ? Nous ont-ils toujours paru, comme cela semble être le cas aujourd'hui, comme nos alliés inconditionnels? C'est particulièrement vrai en ces temps de perturbations climatiques. La forêt enchanteresse, écrin des contes merveilleux, a-t-elle toujours eu la même importance dans nos existences ? Et que sait-on aujourd'hui du fonctionnement de la forêt dans ses cycles et dans ses évolutions ? Et puisque le temps sera un des ingrédients de cette émission, il nous faudra bien considérer le temps long dans lequel évoluent les arbres et les forêts, nous nous autoriserons quelques allers-retours dans l'histoire à grand renfort de musique et de littérature. Tout cela en compagnie de nos invités que je vais vous présenter dans quelques instants, chacun avec leur discipline, avec leur regard surtout, voit et vit la forêt différemment, car tout le monde n'en a pas la même vision, pas la même utilité, pas la même perception. Bonjour Laurent Latuilière. Bonjour. Ma première question sera pour vous. Vous êtes forestier à l'Office national des forêts, l'ONF, et vous êtes également naturaliste. Vous êtes de ceux qui savent que l'arbre finalement n'a pas de défaut, à moins peut-être qu'on lui en cherche ? Alors, je ne sais pas si c'est une question de savoir. Effectivement, c'est d'abord une question de perception par rapport à notre vision d'humain sur l'arbre. On a une image et une utilité en fait derrière les arbres, et donc les arbres et les forêts, depuis très très longtemps. Alors ces fonctions de service ont évolué au cours des temps, et maintenant elles ont tendance à se multiplier, à la fois des fonctions de production, des fonctions écologiques, des fonctions d'accueil du public, et puis plus largement des fonctions sociétales, de services, ce qu'on appelle les services écosystémiques, rendus par la forêt aux sociétés. La forêt est un sujet sociétal aujourd'hui, plus qu'hier, plus qu'avant ? Oui, probablement plus. En fait, ce qui est intéressant avec la forêt, c'est que finalement, tout le monde aime la forêt. Là où ça devient intéressant et un petit peu plus compliqué, c'est que tout le monde n'aime pas la même forêt et n'aime pas la forêt pour les mêmes raisons, avec le même regard. Nos regards évoluent, les forêts évoluent aussi. Ça donne un micmac, si on remonte dans le temps, assez compliqué à démêler. Alors, il y a effectivement plusieurs choses. Les forêts évoluent depuis qu'elles sont réapparues après les dernières glaciations, il y a à peu près 12 000 ans. Le regard porté, enfin l'utilité, l'usage des forêts évolue par les sociétés, et le regard porté aussi évolue, et notamment le nombre d'acteurs évolue et est plutôt en augmentation. Les forêts ont longtemps été l'affaire des propriétaires et de leurs gestionnaires, les forestiers ou les acteurs qui œuvraient à l'intérieur de la forêt pour l'exploiter notamment. Et puis, de plus en plus, la société souhaite porter un regard sur la forêt, sur les services qu'elle rend. Alors sur l'aspect paysager notamment, le fait d'être bien en forêt ou de ne pas être bien, ça c'est très subjectif. Et c'est ce qui est nouveau depuis quelques dizaines d'années dans la forêt, ou plutôt la gestion de la forêt. Parce qu'effectivement, la forêt pour elle-même, les forêts pour elles-mêmes se croissent selon des règles, on va dire, biologiques,
sans s'inquiéter de ce qui se passe. Il n'empêche que nos actions les façonnent, les modifient, et que c'est ce croisement entre ce qu'on y fait et le regard qu'on y porte qui amène des discussions, des échanges, des interrogations aussi entre les différents acteurs. Vous n'avez pas un métier facile, Laurent Latuyère. Vous me disiez en préparant cette émission que vos deux casquettes de naturaliste et de forestier étaient parfois l'occasion de vous mettre dans des positions compliquées. Disons que c'est en étant au croisement de plusieurs acteurs, effectivement, c'est à la fois très intéressant parce que c'est enrichissant, et puis ça permet d'ouvrir aussi l'esprit à d'autres approches. Et en même temps, on n'est pas forcément toujours bien compris par un groupe d'acteurs par rapport à un autre. J'ai parfois le sentiment d'être sur une passerelle entre plusieurs mondes. Et effectivement, on hésite des fois en allant d'un côté ou de l'autre, ou du troisième, parce qu'il y a beaucoup de groupes d'acteurs. Mais c'est quand même ce qui fait la richesse du métier. Bonjour Catherine Laine. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes enseignante-chercheuse au PIAF, qui est un laboratoire de recherche spécialisé sur l'arbre à l'Université Clermont-Auvergne. Puisqu'on voit que chacun a sa vision de l'arbre, à l'instant Laurent Latuyère nous disait tout le monde aime la forêt, mais tout le monde n'aime pas la même forêt. Peut-être qu'avec vous, on peut partir du point de départ peut-être et de la définition de ce qu'est un arbre finalement scientifique. C'est peut-être pas inutile. Oui, mais c'est certainement pas facile. Parce que la définition d'un arbre, tout le monde ne s'entend pas sur cette définition. Alors, on va prendre la définition botanique. L'arbre, c'est une plante qui fait du bois, donc une plante ligneuse, avec une tige dominante, le tronc, et pour les définitions botanistes très rigoureuses, qui dépasse les 7 mètres de hauteur à l'âge adulte. Voilà, donc là, j'ai donné une définition, mais il y a plein d'exceptions. Et effectivement, est-ce qu'un jeune être, avant d'avoir atteint ces 7 mètres, est-ce que ça n'est pas un arbre ? Est-ce qu'un noisetier, ça n'est pas un arbre ? Est-ce que c'est un buisson ? Est-ce que son tronc est souterrain ? Il y a plein de questions qui se posent autour de la définition de l'arbre. On verra tout à l'heure que la façon d'en parler au fil des siècles, la façon de vivre aussi notre rapport à la forêt et à l'arbre a évolué, mais la science aussi a une histoire, Catherine Laine. Et vous nous dites là que finalement, des débats ne sont pas encore forcément tranchés. Heureusement, c'est même sur ce qu'est un arbre. Voilà, alors oui, tout à fait. Et puis, je rajouterais que la définition même aussi de la science, c'est les débats. C'est-à-dire, la science avance parce qu'il y a des recherches qui sont en contradiction avec les recherches précédentes, qui les confirment ou qui les infirment. Et les sciences, c'est ça se construit aussi sur le débat. Autre définition peut-être qu'on pourrait poser sur l'arbre, c'est une structure vivante qui pousse droit et qui pousse vers le haut. Certaines de vos recherches récentes portent sur la verticalité des arbres. Voilà, effectivement, donc on peut rajouter qu'effectivement un arbre, c'est normalement programmé pour pousser à la verticale vers le ciel et être parfaitement rectiligne. Mais si on se promène dans les forêts, vous voyez bien que c'est pas toujours le cas, qu'il y a des arbres inclinés par le vent, qu'il y a des arbres courbes qui se redressent. Et donc, les sujets de recherche du laboratoire où je travaille, l'un de ces sujets, c'est ça, c'est comprendre comment un arbre pousse droit, se tient debout longtemps, et comment il fait face au vent, et s'il est incliné par le vent, comment il se redresse pour retrouver la verticale. On parlera de la forme des arbres tout à l'heure avec Laurent Latuyère. En tant qu'être vivant, donc si je vous comprends bien, Catherine Laine, en tant qu'être vivant programmé, comme vous venez de le dire, l'arbre s'adapte à son environnement. Un coup de vent le fait partir de biais, mais il redresse sa course vers le ciel et vers la lumière. Vous l'avez dit en 10 secondes, il va mettre, lui, des années pour le faire. Bien sûr, on n'est pas dans les mêmes temporalités. Mais alors, on parle d'intelligence quand on parle d'arbres. Vous voyez où je veux en venir, un sujet assez compliqué, mais qui est parfaitement actuel. Y a-t-il une intelligence des arbres ? Vous allez me dire, ça dépend ce qu'on met derrière le mot intelligence. Voilà, exactement. Donc, tout dépend de ce qu'on met derrière le terme intelligence. Et d'ailleurs, la définition même de l'intelligence, c'est pas quelque chose de facile. Si on ouvre simplement le dictionnaire, on verra que c'est une définition qui est en rapport avec l'intelligence de l'homme. Donc déjà, est-ce qu'il n'y a pas différentes formes d'intelligence ? Bien sûr que si. Plutôt que le mot intelligence, certains scientifiques préfèrent le mot d'adaptation, c'est-à-dire un être capable de percevoir le milieu extérieur et son milieu intérieur d'ailleurs, de percevoir toutes les informations dans lesquelles il baigne et de répondre de manière adaptée à ces stimulations.
Donc si ça, c'est l'intelligence de l'arbre, c'est aussi l'intelligence de la bactérie ou l'intelligence du ver de terre. Donc en fait, c'est l'intelligence du vivant qu'on définit là. La capacité de vivre à l'endroit où on se trouve en s'adaptant aux conditions fluctuantes du milieu. Alors Catherine Laine, vous avez réalisé récemment une vidéo avec le PIAF, votre laboratoire de l'Université Clermont-Auvergne, vidéo dans laquelle vous nous emmenez en balade du côté de Vic-le-Comte. Bienvenue dans la forêt de la Comté. La forêt de la Comté, c'est une forêt auvergnate, une des plus belles forêts de la région, peut-être même de France. Ici, ce hêtre-là, tu vois, il a des soucis dans la vie. On voit que son tronc, qui est assez gros, est complètement incliné, tellement incliné qu'il ne va pas réussir à le redresser, vraisemblablement pas. Et sa réponse, sa réaction pour retrouver la verticalité, c'est pas de se redresser finalement, mais c'est de se photocopier, de reproduire des troncs à partir de bourgeons qui étaient cachés sous l'écorce. Il reproduit des troncs qui montent à la verticale. Alors on voit celui-là, on voit celui qui est derrière. On appelle ça des réitéras, c'est-à-dire qu'il réitère. Il réitère sa structure, il la photocopie et il retrouve ainsi la verticale que lui-même n'a pas réussi à retrouver. Il y a plusieurs moyens, soit on se redresse, soit on réitère, mais de toute façon, on retrouve toujours la verticale. Un arbre, ça doit se tenir debout. Évidemment, Catherine Laine, on reviendra vers vous à de nombreuses reprises dans le courant de cette émission. Bonjour Pascale Auré-Jonchière. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature à l'Université Clermont-Auvergne au CELIS, Centre de recherche sur les littératures et la sociopoétique. On reparlera de science dans cette émission, mais science et littérature font souvent bon ménage. Et quand vous entendez ce genre d'explication, Pascale Auré-Jonchière, est-ce que vous y trouvez une certaine poésie ? Oui, bien entendu, parce que notamment les réflexions sur la verticalité sont absolument essentielles et sur cette multidimensionnalité de l'arbre, la dimension souterraine, la rêverie sur les racines d'une part, la rêverie aérienne, là je pense un petit peu à une approche phénoménologique à la Gaston Bachelard en disant cela, la rêverie aérienne avec les branches, le feuillage, etc. Et puis cet élan vers... Alors moi j'emploie spontanément l'expression d'élan vertical parce qu'évidemment j'y mets d'autres connotations qui sont sans doute plus spirituelles, mais toutes les réflexions, les interrogations et je reprends le terme de rêverie, les rêveries justement sur la verticalité de l'arbre, c'est quelque chose d'absolument fondamental dans le domaine de la littérature et des arts d'ailleurs, je pense de manière plus générale. Bien sûr, et on parlera de musique d'ailleurs aussi dans cette émission. Via les contes, Pascale Auré-Jonchière, via la littérature, quelle place se fait l'arbre quelle place au pluriel peut-être se fait l'arbre, s'est fait l'arbre dans nos imaginaires? Alors là, c'est une grande, vaste question. Si on parle conte et forêt, on sait que la forêt est un espace vraiment récurrent et même primordial dans les contes, mais avec des valeurs différentes. Alors c'est très compliqué là aussi rapidement d'esquisser toutes les directions dans lesquelles nous entraînerait cette réflexion. Mais la forêt, c'est peut-être plus que tout dans les contes la forêt de l'enchantement. Enfin, il y a toujours une ambivalence. Il y a l'enchantement et puis... C'est la protection et c'est aussi le danger. La frayeur, la terreur. On peut penser à Blanche-Neige, etc. Ce genre de contes, les contes des frères Grimm en particulier. C'est l'espace de la découverte, c'est l'espace de la quête, c'est un espace identitaire. Et puis en même temps, et c'est logique, c'est l'espace de tous les dangers, de tous les obstacles. En arrière-plan, on peut penser bien évidemment à la tradition médiévale et aux représentations médiévales de la forêt comme seuil, comme entrée dans l'autre monde, comme confrontation possible avec la merveille, etc. Il y a aussi une évolution, puisqu'on parle de science dans cette émission beaucoup, et quand on parle de science, on parle d'évolution. Est-ce qu'il y a aussi une évolution qui est visible, qui est sensible peut-être, à travers les âges, de ces représentations qu'on se fait de la forêt ? Alors en fait, c'est un feuilletage. Alors il y a toujours une évolution dans les réécritures, quels qu'en soient les supports, mais c'est un feuilletage, c'est-à-dire qu'il est extrêmement rare de ne pas trouver un soubassement qui renvoie soit
à l'Antiquité et à la perception de la sacralité des arbres. Je pense aux chênes, par exemple, aux chênes de Dodone, etc., qui peut réapparaître sans que soit mentionnée la référence, bien évidemment. Je parlais à l'instant de la littérature médiévale. Elle est toujours très, très prégnante. Alors, bon, moi, je suis spécialiste de la littérature du 19e siècle, donc il est vrai qu'au 19e siècle, le Moyen-Âge imprègne très, très fortement la littérature. Mais jusqu'à aujourd'hui, on retrouve ces différentes strates. Et puis, cette strate supplémentaire qui est désormais celle, effectivement, de la littérature romantique et qui fait retour. C'est-à-dire qu'on a là un vaste réservoir de représentations et de désignation possible de la forêt et des arbres qui donc font retour sous des formes nouvelles y compris, alors une forme nouvelle, qui ne l'est plus vraiment aujourd'hui, mais récente, disons, dans le domaine de la littérature pour la jeunesse, la forme de l'album, qui fait interagir images et textes et qui mobilise absolument toutes ces représentations-là. Donc c'est aussi une affaire de cycle. Vous nous parlerez de George Sand tout à l'heure, Pascal Auré-Jeanchière, puisque vous parliez du 19e siècle. George Sand qui n'a pas attendu pour parler d'écologie aussi, pour Absolument. avoir des considérations environnementales importantes. Et puis vous nous direz un de vos poèmes également avec plaisir. Dans quelques minutes, puisque vous êtes aussi poétesse, et vous nous direz un poème issu d'un recueil paru aux éditions Le Taillis-Près. Nous sommes également en compagnie de Fabrice Planchat. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes luthier. Et alors vous vous intéressez évidemment aussi aux arbres et aux bois qu'ils vont donner. Vous avez une très bonne connaissance des arbres, en ce que vous ne vous contentez pas de travailler le bois, vous vous intéressez aussi à l'arbre source. La matière première. La matière première. La matière première. Le luthier, il a un rôle je le perçois comme ça, de transmission. C'est-à-dire que quand on a un sujet qui a déjà 200, 300 ans, 400 ans des fois même, qui va être abattu pour plusieurs raisons, soit pour son exploitation directe de la lutherie, puisqu'on a repéré ce sujet avec ses capacités de résonance. On ne peut pas, du jour au lendemain, juste dire on va faire un instrument avec. Non, la transmission est vraiment importante de transformer ce matériau en instrument de musique qui va posséder quelque part la même valeur que l'objet lui-même de son vivant. Et on pense même que l'instrument continue à vivre à travers les sons et à transmettre une autre partie de lui-même à travers des violons, par exemple. Le bois d'un violon est toujours vivant, puisqu'il chante. À travers la construction elle-même, qui à travers les époques, a très peu évolué. Ça fait presque 400 ans que le violon existe sous sa forme définitive. Il y a des toutes petites évolutions liées aux matériaux modernes des cordes, mais on continue à jouer aujourd'hui sur des instruments de la grande lutherie du XVIIe, même fin XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Bien sûr, on pense tout de suite aux grands maîtres italiens, Stradivarius, Guarnerius, Amati, le grand maître de tous. Et ces instruments vivent toujours dans les salles de concert, vous pouvez les entendre. Et ils font référence, bien sûr, en plus comme étant un absolu sonore. Ouais. Comment est-ce que vous travaillez ? On va essayer de décortiquer ça avec vous, Fabrice Planchat, avant d'arriver à votre atelier. Peut-être comment est-ce que vous travaillez, votre relation avec les arbres ? Vous les connaissez très bien, vous savez de quelle essence on doit se servir pour fabriquer tel ou tel instrument, quelle partie d'arbre ou de bois va pouvoir donner quelle partie d'instrument. Vous avez une vraie recherche autour de ces questions-là. Alors, il y a une partie recherche, puis il y a une grande partie aussi de tradition, parce que ça fait 400 ans qu'on fait toujours la même chose. Ça n'a pas beaucoup évolué de ce côté-là, mais on utilise principalement dans la lutherie violon, parce qu'il y a plusieurs formes de lutherie. Les gens qui font des instruments avant, ou les flûtes, ou les vielles à roue, ou les guitares, on peut utiliser des essences de bois différentes. Dans la lutherie violon, on s'est arrêté à 2 essences principales, qui est l'épicéa et l'érable. Alors l'épicéa, on le connaît tous, à Noël, on y met des cadeaux dessous, c'est le petit sapin de Noël. Mais avant qu'il ait les qualités dites de résonance, il faut au moins qu'il ait eu 200 ans de vie dans un environnement très calme, où rien ne s'est passé autour de lui, de manière à avoir une fibre très régulière, une croissance la plus régulière possible. Et ces petites fibres de bois nous permettent de connaître son âge. Quand on les voit sur l'instrument, on se rend compte, en ayant une fibre à peu près tous les millimètres,
que l'arbre a bien ses 200 ans bien sonné. Et quand on fait un violoncelle encore plus large, il faut des arbres encore plus vieux. Ensuite, la deuxième essence de bois, c'est l'érable ondé. Alors, on a tous joué avec son fruit, sa petite étiole. On s'amuse à faire des hélicoptères avec. Ah oui, ça vous dit quelque chose? Dans les cours d'école, on lançait ça et ça retombait en hélice. Alors, l'érable, bien sûr, c'est l'emblème du Canada, mais avant qu'il soit dit de résonance, c'est-à-dire un bois à capacité à fabrication d'instruments de musique, il faut qu'il ait cette particularité d'avoir des ondes ou des veines ondées ou des flammes. Enfin, il y a plusieurs termes pour le désigner. C'est une pousse un peu particulière de la fibre en spirale qui permet d'avoir une spirale qui va s'accrocher à sa spirale voisine, un peu comme les vieux fils de téléphone. Vous savez, quand on passait des heures à les démêler pour passer la conversation, et la fibre fait la même chose. Elle vient se croiser l'une dans l'autre comme ça pour être plus solide. Et l'intérêt est d'avoir un bois à densité égale, mais qui va permettre d'être travaillé en épaisseur plus fine pour la même résistance. Donc l'idée de membrane est évidente dans ce phénomène acoustique. Voilà. On essaye de reproduire des membranes de haut-parleurs telles qu'on les connaît de manière peut-être plus intuitive, finalement. Un bois très fin mais qui peut vibrer beaucoup. C'est ça, une densité. Et c'est un système qui a fait des... Alors on a l'ensemble de l'instrument violon est construit, de la famille des violons, est construit en érable, sauf la table, le dessus, qui est construit en épicéa. Donc on a un système osseux, une structure mécanique, et puis dessus une membrane encore plus rapide. Car ce qui nous intéresse dans ces bois, c'est leur vitesse de transmission du son, ce qu'on appelle la célérité. Et là, on atteint des vitesses assez phénoménales, puisque dans l'épicéa, on est régulièrement au-dessus de 6000 mètres secondes. 6000 ce qui correspond à des notions qu'on connaît dans le corps humain. Alors, il y a une analogie très intéressante, c'est quand on prend la célérité des os de l'être humain, et la vitesse du son dans l'érable, et celle de l'épicéa et de notre cochlée interne de l'écoute, de l'oreille interne, on en a les mêmes proportions de célérité. Alors, est-ce que le hasard de la recherche empirique de l'époque de bois destinée à cette évolution aussi de l'instrument, de son côté, a permis de se dire que ça fonctionnait, que ça collait bien ensemble, parce que l'homme, encore une fois, la vision de l'homme, était satisfaite dans son écoute. C'est sûrement dans ses propos que ces essences de bois ont été choisies. Voilà ce qu'on peut en dire en tout cas pour introduire cette le analogie. Sujet. Voilà. Et Catherine Laine boit vos paroles, Fabrice Planchard. La science qui arrive et qui vient valider des principes empiriques qui ont été établis il y a 400 ans, comme vous nous le disiez, Fabrice Planchard. Minimum, oui. Ouais, c'est ça. Alors c'est vrai qu'en écoutant Fabrice, la fibre torse qui vrille, je vois le cambium, les cellules cambiales, c'est-à-dire ces cellules qui fabriquent le bois, qui s'organisent ainsi en spirale à la périphérie du tronc. Donc, j'ai l'impression de voir fonctionner le cambium quand je vous écoute, Fabrice. Et puis aussi mon oreille de musicienne qui s'allume quand vous parlez de vitesse du son à travers le bois et à travers les os. Et j'ai l'impression moi-même d'entendre chanter le violon. Alors je vais vous faire un cadeau à tous les deux, un instant musical qui j'espère vous plaira, extrait d'une pièce musicale créée pour instruments à cordes et pour forêt vivante. Benjamin Britten, extrait de Bois contre bois, film réalisé par Jacques Hubert et produit par Logarithme Productions, avec le quatuor Sésame aux instruments, film tourné quelque part en Ardèche. Alors Catherine Laine, comment est-ce qu'on explique et comment est-ce qu'on peut essayer peut-être de favoriser l'arrivée de fibres bien rectilignes,
pour un certain type d'utilisation, ou alors des fibres en spirale, comme nous le disait tout à l'heure Fabrice Planchat, pour d'autres types d'instruments? Alors, à ma connaissance, parce que je dis toujours à ma connaissance, sachant que je ne sais pas tout, mais je ne crois pas qu'on connaisse la raison pour laquelle ce cambium se met à fabriquer, à fonctionner en spirale. Il y a des arbres qui font ça, par exemple, l'amandier, très souvent, s'enroule ainsi en spirale, les fibres s'enroulent en spirale. Comment favoriser l'apparition de l'onde dans un érable? Moi, je ne sais pas. Est-ce que vous en savez plus, Fabrice, de manière empirique? On peut demander à Fabrice Planchat, effectivement. On peut aussi demander à Laurent Latuyère, qui connaît aussi bien les arbres pour arpenter les forêts avec son titre de forestier de l'ONF. Est-ce qu'on sait peut-être connaissance d'une technique pour favoriser peut-être et faciliter aussi le travail de Fabrice Planchat? Alors en fait, ça va dépendre entre les deux essences dont il est question pour la lutherie. La première concernant l'épicéa. La question d'avoir des cernes réguliers et fins peut se traiter, si je puis dire, par la sylviculture. Alors il y a effectivement le milieu qui va jouer. On ne va pas avoir d'épicéa favorables à la résonance dans les plaines, d'abord parce que ce n'est pas son milieu de croissance naturel, spontané, et en plus, il ne faut pas qu'il pousse trop vite. Donc il faut des conditions un peu contraignantes qu'on trouve notamment en montagne. Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler dans le Haut-Jura, du côté de Saint-Claude, et on avait dans les forêts du Rizou et du Massacre un certain nombre d'épicéas de résonance liés à la station qui était du caillou calcaire avec peu d'eau, et donc les arbres poussaient lentement. Et l'autre élément, c'est que si on fait en termes de sylviculture, des coupes régulières mais assez fortes tous les 8-10 ans, on va avoir des cernes qui sont irréguliers parce que dès qu'on va faire la coupe, l'arbre va pousser beaucoup plus vite et puis au fur et à mesure que le couvert se referme, il va pousser plus lentement. Et dans le Haut-Jura, on avait un traitement qu'on appelle en futaie jardinée, c'est-à-dire qu'en fait, on avait au sein d'une même parcelle des arbres de tous âges, de tout diamètre, et on en prélevait. On coupait, on exploitait, mais on en prélevait de manière diffuse dans le peuplement. Et en fait, l'environnement des épicéas était relativement peu perturbé, ce qui permettait de conserver ces cernes réguliers. Donc, on pouvait jouer sur l'épicéa, sur cette régularité des cernes et les favoriser. Pour l'érable, c'est plus compliqué parce que, alors a priori, je ne suis pas non plus grand spécialiste, mais il y a un facteur génétique et un facteur d'environnement qui jouent. A priori, le facteur d'environnement révélant la prédisposition génétique. Et alors, par contre, le facteur d'environnement, on n'a pas bien compris encore ce qu'il en était. Alors, effectivement, Fabrice pourrait en parler plus précisément. Moi, j'ai eu l'occasion de voir des érables ondés, mais de là à comprendre le déterminisme, parce qu'une des difficultés, c'est qu'on a toujours notre vision anthropique. Donc, on interprète les choses en disant, tiens, j'ai vu un érable là, il est ondé, donc j'ai vu autour comment c'était, donc ça va peut-être se reproduire. Mais on n'est pas arbre, on ne sait pas comment, enfin, on n'a pas leur perception, on n'a pas leur déterminisme pour réagir de telle et telle manière. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. On n'a pas trouvé de solution technique ou sylvicole pour favoriser ces érables ondés. Donc on reste à la merci de leur découverte et, j'ai envie de dire, des hasards de la nature qui croisent de la génétique, des stations et une histoire aussi particulière. Et alors, question à la volée, c'est une question de hasard aussi quand on trouve le bon arbre qui va faire le bon instrument, Fabrice Planchat Alors le hasard, il y a quand même des personnes qui usent leurs bottes à parcourir les forêts qui sont et à spécialistes. chercher. Je pense à M. Michaud dans le Jura, qui est mon fournisseur de bois, qui est lui un très grand spécialiste de ces arbres et qui parcourt des milliers de kilomètres, après l'avoir écouté, pour trouver quelques sujets par an. Vraiment, il appelle ça des sujets, avec grand respect de ces arbres. Et les repérer, des fois attendre encore quelques années, plusieurs dizaines d'années pour intervenir dessus. Voilà, donc là, c'est effectivement le problème de l'évolution des arbres ondés, dits de résonance, surtout pour l'érable, c'est qu'il faut attendre plusieurs dizaines d'années avant de pouvoir faire des statistiques et de pouvoir dire effectivement ça fonctionne. Si on replante ici, il va être ondé ou pas. Alors, il y a eu des analyses, notamment des courants magnétiques sous terre, des courants Hartmann, voir s'il y a ces croisements, là où il n'y a ni nord ni sud, où les boussoles sont déboussolées, si les arbres sont aussi perturbés par ce phénomène. Il y a eu ces constatations. Donc, on a un endroit ici du côté de Lachan, je crois, où les boussoles sont perturbées. Est-ce qu'on a pu le constater, peut-être, Laurent Latuyère, dans la région, ce genre de phénomène dont parle Fabrice Planchat?
Alors, j'ai pas connaissance d'érable ondé en fait dans les forêts qu'on a en gestion. Voilà, je pense qu'il y a un effet terroir en fait dans un certain nombre de cas, un peu comme la vigne, et le milieu général ne va pas façonner les arbres de la même manière, ne va pas les conduire, les élever de la même manière. Catherine Laine. Effectivement, moi je pense que c'est quelque chose de très complexe. Et Laurent, vous évoquiez le croisement entre la génétique et l'environnement. Et peut-être que quelque chose dont on ne prend pas conscience quand on regarde des érables, une espèce d'érable. Si je prends les sycomores, j'ai l'impression que tous les sycomores se ressemblent, mais chaque sycomore est différent du sycomore voisin, exactement comme Laurent est différent de Fabrice. Et c'est-à-dire qu'il y a une variabilité génétique qui est très importante au sein d'une espèce, et c'est justement cette richesse génétique qui va permettre à un érable de pousser en faisant des ondes et pas son voisin. Donc il n'y a pas que le milieu, il y a aussi le terrain génétique, si j'ose dire. Et donc cette variabilité génétique qui doit avoir un poids important. On verra tout à l'heure si dans l'entretien des forêts, dans leur cycle et dans leur évolution, on fait attention aussi à la diversité à l'intérieur même d'une espèce avec Laurent Latuylière. Mais parlons du temps, tiens, Catherine Laine et puis Fabrice Planchat également. Le temps qui joue énormément quand on parle de bois, évidemment, d'arbres. Tout à l'heure, Fabrice Planchat nous disait il faut attendre des dizaines d'années avant de couper le bon arbre qui aura été repéré peut-être dans les années 80. Aujourd'hui, vous travaillez, Fabrice Planchat, sur pour construire vos instruments ou pour les refaire sur des bois qui ont été coupés dans les années 70 ? Alors, plus le bois a eu le temps de sécher, et plus l'intérêt, enfin le travail du bois, une fois qu'il aura été dégrossi, parce qu'on part de planches assez épaisses pour fabriquer un violon, c'est taillé dans la masse, les gens pensent que c'est des choses moulées, c'est ce phénomène de voûte, ce petit bombé, ce dos et ce ventre. Non, on part d'une petite planchette qui fait 3 cm d'épaisseur pour finir à 2-3 mm d'épaisseur. Donc d'un coup, on va enlever cette matière et l'arbre va se retrouver, ce morceau de bois, va d'un coup être sujet à des variations hygrométriques. Il va falloir qu'il accepte cette nouvelle forme, qu'il la tienne. Et en plus, aussi des pressions, parce qu'il y a des tensions, il y a des phénomènes mécaniques. Sur un violon, on a 32 kg de tension de corde. Sur 2 mm de bois, il faut que ça tienne. Et pendant au moins 300 ans. Catherine Laine, sur cette question du temps, on n'est pas du tout dans la même temporalité quand on parle des arbres, évidemment. Évidemment. Donc, une des caractéristiques de l'arbre, dans la définition qu'on a donnée tout à l'heure, je l'ai oublié, mais je le rajoute, c'est évidemment le caractère longévif. Un arbre, ça pousse longtemps, et en même temps, c'est très variable aussi d'une essence à l'autre. Ce qui m'interpelle dans ce que vient de dire Fabrice, c'est la planche qui doit tenir pendant 300 ans. Et effectivement, un arbre, justement, quand il pousse, il se remplit de tensions, de tensions mécaniques, de contraintes mécaniques, parce que justement, sa tendance, c'est de pousser à la verticale et rectiligne. Et quand il en est écarté de cette verticale, il va fabriquer des bois particuliers qui, j'imagine, Fabrice, doivent être un poison pour vous. Tout ce qu'on appelle les bois de tension dans les érables ou les bois de compression dans les épicéas, c'est-à-dire ces bois muscles qui permettent à l'arbre de se redresser à la verticale. Et lorsqu'on coupe ces arbres, toutes ces contraintes mécaniques qui ont été accumulées dans le tronc se libèrent à la coupe. Donc là, j'imagine que vous devez perdre pas mal de morceaux de bois, non ? Alors effectivement, il y a beaucoup de pertes sur le débit d'un arbre, mais c'est là tout le talent du bûcheron qui va s'en occuper et qui va le débiter, le stocker aussi à l'air libre. Il y a même des séchages à l'eau, à la source, pour remplacer les sèves par de la silice ou des minéraux, pour que le bois ait certaines particularités aussi pour la résonance. On a fait des expériences au fond de la mer, on a fait beaucoup d'expériences pour remplacer remplir ces cellules sclérogènes, de devenir un peu différentes de ce qu'elles sont. En tout cas, parler de contraintes, effectivement, il faut que le bois se vide déjà sèche réellement. Donc le meilleur séchage, c'est l'air libre, pendant au moins 10 ans minimum. Et après, il faut pas qu'il travaille aussi sur la gerce, puis ce qu'on découvre dans l'arbre aussi, quelques pailles de fer, il y a plein de petits défauts dans l'arbre qui fait qu'il y a des déchets. Mais du coup, le bois qu'on peut utiliser pour fabriquer un violon peut coûter très très cher selon son âge. Rien que parler d'une petite planche, permettre la fourniture, nous ce qu'on appelle d'un instrument avant de sa construction, peut varier de 500 € à 3000 €.
Vous avez besoin de science, Fabrice Planchard, on l'entend dans ce que vous nous dites. Vous cherchez le bon arbre, vous essayez de trouver la bonne fibre ensuite, et vous parlez de compression mécanique, de durée dans le temps long. On a l'impression, par la dernière question qui vient de vous être posée par Catherine Laine, que finalement la science peut beaucoup, mais pas forcément tout. Il y a aussi un supplément d'âme dans votre travail. On va faire intervenir dans quelques instants Pascale Laurey-Jonchière là-dessus. Quand elle parlait d'ailleurs de romantisme tout à l'heure et de retour comme ça, de cycle, vous vous inscrivez pleinement là-dedans, j'imagine, Fabrice Planchard ? Alors, la lutherie est un artisanat, c'est pas de l'art. On a souvent plaisir à dire que c'est une boîte en bois dans laquelle on y met son âme et tout ça. Alors, effectivement, quelque part, on peut le voir comme ça, mais c'est principalement par l'expérience. L'analyse du bois, qui est un matériau hétérogène, on ne peut pas du tout à chaque fois appliquer les mêmes règles de construction, il faut s'adapter. Donc c'est par expérience qu'on apprend à écouter le champ des outils, la façon d'appréhender la table ou le fond en cours de fabrication. On va pouvoir la tordre, l'écouter, la faire résonner et dire il faut que j'enlève encore du bois, encore. Et puis à un moment donné, est-ce qu'on n'en a pas trop enlevé ? Ça, c'est la question éternelle, où est-ce qu'on s'arrête ? Donc si vous voulez, c'est ce savoir-faire, cette empirie. Moi, je suis pour qu'on démystifie l'art de la lutherie et qu'on lui rende toute sa valeur réelle d'artisanat. Voilà, il n'y a pas de mythe, il n'y a pas de secret, on prend un morceau de bois, il faut savoir le lire, avoir appris à le faire, et puis faire sa propre expérience. Et puis là, on peut y mettre ce qu'on est, parce que justement, c'est nos perceptions personnelles qui vont dire, personnellement, je vais aller jusqu'à telle épaisseur ou telle forme de voûte, et ça fera un résultat sonore où là, après, c'est dans les mains des artistes. Là, pour le coup, au service des compositeurs, pour faire vivre des œuvres. Et après, ça remet la grande question, à quoi sert l'art en lui-même ? Mais l'arbre a joué son rôle et continue à vivre sa vie, et des fois le double de sa vie, à travers les instruments de musique. Attention peut-être à ne pas trop anthropomorphiser l'arbre. Catherine Laine, je reviens sur ce que vous disiez il y a un instant en parlant des fibres muscles. On parlait aussi d'intelligence en début d'émission. On a un courant de pensée, on en parlera aussi avec Laurent Latuyère, qui est en train peut-être de nous dire, à travers des écrits plus ou moins récents, que l'arbre est intelligent, que l'arbre est presque l'égal de l'homme, que l'arbre comprend son environnement. On sait qu'il communique, les arbres communiquent entre eux, on en parlera aussi. Mais il y a peut-être un danger à donner peut-être une représentation de l'arbre qui dépasse peut-être ce qu'il est réellement. Oui, alors c'est vrai qu'en tant que scientifique, moi j'ai toujours tendance à me méfier de l'anthropomorphisme. Et en même temps, ça peut être très utile. L'anthropomorphisme, c'est par exemple ce que j'ai fait tout à l'heure, quand je dis que les bois de tension et de compression sont les muscles d'un arbre incliné pour se redresser. Je fais une analogie avec ce qui se passe dans notre propre corps. Pour lever le bras, on rétrécit le biceps de l'avant-bras et le bras se lève. L'arbre incliné met en place à la base de son tronc un bois de tension qui se rétracte sur sa face supérieure, qui se rétracte et qui va agir comme un biceps pour tirer le tronc vers le haut, comme des haubans. Donc, pour expliquer les choses, l'anthropomorphisme, ça peut être utile, bien dosé. Et même, j'irai même plus loin, ça peut même servir la recherche. Par exemple, dans notre laboratoire, en 2013, c'est très récent, nous avons découvert, parce qu'on a cherché à comprendre comment un arbre était poussé parfaitement rectiligne, depuis Darwin, à peu près, on sait qu'une plante inclinée perçoit la gravité et qu'elle se redresse à la verticale. Donc, depuis 150 ans, on sait qu'une plante perçoit la gravité, elle fait ce qu'on appelle de la graviperception. Mais ce qu'on a montré à Clermont, c'est que c'est pas suffisant. Faire de la graviperception ne permet à la plante que de se redresser vers la verticale et ensuite d'osciller autour de cette verticale. On l'a montré avec des modèles mathématiques. Et donc, qu'est-ce qui manque pour qu'une plante arrive à la verticale et reste parfaitement rectiligne, se rectifie? Eh bien, il manque la proprioception.
Alors encore un gros mot, la proprioception c'est quoi ? C'est ce qui nous permet à nous, notre corps, de nous sentir, de sentir notre propre forme, de sentir la position de nos membres dans l'espace, de faire que vous pouvez boire votre verre d'eau en pleine nuit dans le noir, que vous n'avez pas besoin de voir votre verre ni votre bouche, et que votre bras trouvera votre bouche. Ça c'est la proprioception. Nous avons démontré en 2013 que les arbres, mais les plantes en général, sont capables de percevoir les courbures de leurs tiges, donc les courbures qu'elles ont déjà effectuées pour se redresser, et donc de se rectifier, de pouvoir doser ce redressement et se rectifier parfaitement à la verticale. Et en passant par une oscillation Non, d'abord ? justement non. Cette courbure va permettre le redressement de l'axe incliné à la verticale, en gros, pour être simple, de ne pas aller trop loin, si vous voulez, de s'arrêter sur cette verticale et de se rectifier. Et ça, cette proprioception, on l'a découverte parce qu'on l'a cherchée. Et on l'a cherché parce qu'on s'est dit, et si les plantes faisaient comme les hommes ? Parce que ce sont des êtres érigés à la verticale, et si je peux même aller plus loin, elle existe aussi chez les champignons. Donc, vous voyez, en tout cas, les organes sexuels des champignons. Donc l'anthropomorphisme, ça peut avoir servir. du bon, oui. Ouais. Vous nous disiez en préparant cette émission, Laurent Latuyère, que les arbres nous parlent. Alors là encore, vous faites de l'anthropomorphisme sans pour autant rien nous dire, parce que là, pour le coup, on en est sûr, ils n'ont pas de bouche et ils ne parlent pas. Effectivement, c'est un peu réducteur et rapide de dire qu'ils parlent. Ils ne parlent pas, du moins, par contre, ils nous expriment des choses, et c'est là où c'est intéressant de les questionner et d'essayer de comprendre finalement quelle est leur histoire propre. L'arbre fait la forêt fait l'arbre, et moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire des forêts pour comprendre finalement d'où est-ce qu'elles viennent, où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui. Ça, c'est relativement facile parce qu'on peut les analyser. Et en fait, elles sont sur une trajectoire dynamique, puisque en tant que forestier naturaliste, je considère la forêt comme un écosystème. Dans les prises de conscience du moment liées aux préoccupations environnementales qui se font jour dans le débat public et de manière assez générale aujourd'hui, Laurent Latuyère, qu'est-ce que vous entendez de notre rapport changeant peut-être avec la forêt ? Alors le rapport, il est ambivalent. Ça a été évoqué tout à l'heure sur l'approche à la fois bienfaisante de la forêt, qui fournit des biens, des services, et la peur qu'on a par rapport au milieu forestier, le repère des brigands, le repère des bêtes sauvages. Et finalement, on a aussi cette ambivalence dans les services qu'on attend de la forêt et le fait de ne pas vouloir l'exploiter comme on l'exploite maintenant. En fait, si par exemple on fait la promotion du bois en tant que matériau renouvelable, petite remarque, il est renouvelable à une échelle de temps qui n'est pas forcément celle de notre consommation de ce matériau. Voilà, donc il faut aussi se poser cette question-là. Mais le bois est renouvelable, donc on l'utilise, c'est très bien. Mais pour l'utiliser, il faut l'exploiter. Donc la question de dire il ne faudrait pas exploiter les forêts, on ne peut pas le généraliser. Ce qui est intéressant par contre, c'est d'avoir un panel de situations où on a des forêts exploitées, des forêts non exploitées, pour servir aussi de zones d'expression de la nature forestière, de la biodiversité, qu'elle soit génétique, spécifique, les espèces dont on parle beaucoup, et puis la fonctionnalité, c'est-à-dire comment est-ce que tout cela fonctionne. Donc c'est intéressant d'avoir un panel. Et c'est tout l'art et la difficulté peut-être de la gestion des forêts, c'est comment est-ce qu'on se situe sur ce panel-là entre des approches très anthropiques, très artificialisées, et des approches pas du tout anthropiques, mais qui restent quand même soumis à une influence de l'homme de manière indirecte. Ouais, c'est toute la difficulté de votre position, Laurent Latuyère. Un récent débat a agité la communauté forestière entre ce qu'on peut dire être une forêt et la plantation. Francis Allais, qui est un botaniste que vous connaissez, j'imagine évidemment, Catherine Laine également, a publié une tribune assez récemment en expliquant qu'on peut se féliciter de l'extension du couvert forestier d'après des chiffres qui sont publiés régulièrement, mais que en fait, ça ne veut pas forcément dire que la forêt progresse et que ce n'est pas du coup forcément une bonne nouvelle. Alors effectivement, ça c'est une très bonne illustration du débat, d'un des débats autour de la forêt. Francis Allais explique qu'il faut arrêter de parler de forêt pour des plantations, alors d'arbres exotiques et plantés de manière monospécifique, c'est-à-dire une seule essence. Et en retour, Hervé Jactel, directeur de recherche à l'INRAE, lui répond « Mais non, ces plantations ont des attributs de forêt. » Et en fait, avec une analyse la plus factuelle possible, j'ai envie de dire, ils ont tous les deux raison. Simplement, ils n'ont pas le même référentiel.
Ils ne parlent pas exactement de la même chose. Et en fait, quand on prend les extrêmes d'une forêt très artificialisée, une plantation de Douglas dans le Massif central, c'est très artificialisé, ça produit du bois, ça a une raison d'être économique et sociale aussi, par les emplois qui en découlent. Et ça, c'est presque une caricature, c'est réel, mais c'est presque une caricature de la forêt. Et de l'autre côté, on a la forêt naturelle, entre guillemets, spontanée, avec l'expression des cycles sans qu'on intervienne. Effectivement, quand on compare ces deux extrêmes, on est dans une position facilement clivante. En disant, il y en a un... alors, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. C'est ça qui est intéressant d'analyser. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que 90% peut-être des cas de figure de la gestion en France métropolitaine, c'est au milieu, avec des choses qui sont intermédiaires, plus ou moins décalées vers une anthropisation poussée. Alors, en raisonnant en termes d'écosystème, les plantations d'essence exotiques monospécifiques sont des écosystèmes. Simplement, d'un point de vue écologique, ils sont très simplifiés. Il a depuis longtemps été question d'écologie. On parle là, depuis quelques minutes, d'écosystèmes, de biodiversité, mais c'est évidemment des thèmes qui sont très ancien, et on va en parler avec Pascal Auret-Jonchière maintenant. La préservation des arbres confrontés à une surexploitation, à de la déforestation aussi peut-être. Georges Sand déjà s'occupait de ce genre de sujet dans la forêt de Fontainebleau, je crois, Pascal Auret-Jonchière. Oui, tout à fait. Georges Sand est intervenue. Elle a écrit un très beau texte qui s'intitule « La forêt de Fontainebleau », justement en 1872, qui est donc un texte d'idées et qui est une défense de la protection, de la survie, de l'intégralité et de l'intégrité de la forêt de Fontainebleau, puisqu'il était question de pratiquer des coupes dans cette forêt. Et là, elle intervient dans une optique qui est une optique, on dira, éthico-politique, et dans ce texte, qui est un texte engagé, elle défend très clairement le respect, la conservation de cette forêt qu'elle met en relation avec une façon de vivre, tout simplement, et en considérant que le jour où l'on aura porté une atteinte vraiment dommageable aux forêts, eh bien tout simplement les êtres humains ne pourront plus penser de la même manière. Donc elle établit là une équation entre la protection de la forêt, des arbres, et puis la possibilité de pérenniser une manière de penser plus libre, plus sensible, qui disparaîtrait autrement, selon elle. Georges Sand, elle fait dans son œuvre énormément de références à la forêt. On sait que c'est évidemment une auteure très proche de la nature dans les thèmes qu'elle utilise, et elle va défendre finalement ce rapport à la forêt qu'elle a elle-même avec toutes les armes qui sont à sa disposition, notamment le merveilleux aussi. Oui, tout à fait. Jusqu'au merveilleux. Jusqu'au merveilleux. Alors bon, on pourrait donner de nombreux exemples en prenant la fiction romanesque, où les forêts sont un espace récurrent, mais ce n'est pas de cela, effectivement, que je souhaiterais parler, parce que le plus intéressant, me semble-t-il, qu'il y a un exemple qui peut paraître léger et peut-être un peu paradoxal, c'est l'exemple du conte, ou tout au moins de l'utilisation qu'elle choisit de faire du conte merveilleux. Alors bon, en deux mots, le conte merveilleux, donc un genre qui n'est pas a priori très sérieux en raison de ses destinataires, qui sont censés être les enfants. Et puis aussi au XIXe siècle, ne pas oublier, c'est une femme qui écrit. Les femmes, on assigne aux femmes des genres littéraires bien particuliers. Bon, le conte en est un, parce que on n'a pas l'impression qu'il s'agit d'un mode d'expression très sérieux et encore moins dangereux. Or, ce que fait Georges Sand, et justement, j'ai dit 1872 pour le texte de défense de la forêt de Fontainebleau. C'est à la même époque, c'est dans ces années-là, jusqu'en 1875, qu'elle écrit toute une série de contes. Bon, effectivement, en apparence destinés, alors d'abord à ses propres petites filles, puis aux autres enfants, mais aussi, et c'est explicite, aux parents
de ses enfants, une série de contes pour lesquels elle explique et elle montre très bien que le merveilleux qu'elle emploie, eh bien, c'est tout simplement un merveilleux naturel. C'est juste pour elle une façon de puiser dans son observation de la nature. Alors, la forêt, l'arbre joue un rôle essentiel dans l'un de ses contes qui s'intitule, alors on parlait d'anthropomorphisation, on parlait de langage, de parole, oui ou non, des arbres. Bon, ce conte qui date de 1875 s'intitule « Le chêne parlant ». Bon, on est dans un conte. Néanmoins, le fait de faire parler ce chêne qui recueille un enfant qui est, disons, un petit peu un paria de la société et qui a besoin d'un refuge. Donc, le fait que ce chêne accueille un enfant, permet à cet enfant de percevoir des paroles. Alors qui, dans le conte, sont traduites par de vraies paroles, bien évidemment, mais elle prend le soin de dire que ces paroles sont produites en réalité par le bruissement des feuilles, le passage du vent dans les feuilles de l'arbre, etc. Donc, et cette histoire que je ne résumerai pas, mais qui est une histoire de quête identitaire et qui est une histoire de réflexion également sur les limites d'une société qui serait régie par des principes matérialistes, prosaïques, ce conte finalement nous montre, essaie de faire percevoir qu'il y a une manière suprasensible de percevoir la nature et justement d'en percevoir toute la puissance, parce qu'elle montre également dans ce conte qu'on peut se nourrir, la forêt nourricière, que l'on peut, je l'ai dit déjà, trouver refuge dans la forêt. Mais on peut aussi puiser justement un autre mode de pensée, une pensée plus philosophique, et je crois que ça n'est pas excessif d'employer ce terme, une pensée symbolique aussi, bien entendu. Donc c'est un conte éminemment sérieux, au contraire de ce que l'on pourrait imaginer. Mais c'est toute la marque de George Sand de savoir utiliser toutes les armes à sa disposition pour faire aussi des choses sérieuses et parler politique aussi par ailleurs. La sensibilisation et le questionnement peut-être de la façon dont on perçoit l'arbre et la forêt, c'est aussi au cœur de votre travail, Pascale Auré-Jonchière. Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais vous préparez un abécédaire de la forêt avec une approche pluridisciplinaire aussi. Alors ça, c'est un travail qui est à son tout début, qui est vraiment au moment de la germination, là. Mais vous êtes aussi poétesse et vous allez peut-être nous donner lecture d'un de vos poèmes, extrait de ce recueil dont on parlait tout à l'heure. Alors, avec plaisir. Donc, c'est un extrait du recueil Plein Champ. Et j'ai choisi de vous lire un poème. Les poèmes ne portent pas de titre, c'est le numéro 23, qui justement concerne si l'on peut dire, ce langage, ou en tout cas cette communication des arbres. Bon, je vous le lis, je n'en dis pas plus. Trop haut, trop loin, pour qu'on les entende. Et pourtant, c'est ainsi que porte leur voix sur nos campagnes. Rien n'y fera, dit-on. L'onde obstinée a foré nos terres saines de mauvais rêves. La futaie se rassemble quand chuchotent les campignols entremetteurs des bois et la marée des mots, de souche en souche, a recouvert nos bouches. Les arbres déboussolés ont jeté leurs filets de paroles migrantes au revers des mousses. Poème numéro 23 de ce recueil. Merci pour ces quelques vers, Pascale Auré-Jonchière. Catherine Laine, quand on parle de communication entre les arbres, tiens, alors de quoi parle-t-on ? Alors on fait un grand pas, on fait un grand écart, mais c'est intéressant d'entendre ces vers. Ça fait écho à des choses, à des programmes de recherche internationaux, donc c'est très intéressant. La communication, alors est-ce que les arbres parlent entre eux ? Ce qui est sûr, c'est que les arbres sont des êtres sensibles, on l'a dit.
Donc ces arbres perçoivent des signaux de leur environnement, que ce soit des signaux lumineux par exemple. Alors les plantes par exemple se voient les unes entre les autres, ça ce sont des choses qui sont parfaitement établies. Donc les arbres voient leurs voisins. Sans yeux. Sans yeux, et en même temps avec des yeux, là encore une analogie, ça ressemble à notre vision, sauf qu'il n'y a pas de cerveau, donc pas d'image fabriquée, mais il y a des pigments photorécepteurs dans les feuilles qui font qu'un arbre, une plante en général, est sensible à son environnement lumineux et qu'elle est capable de faire la différence entre la présence d'une voisine, la présence d'un rocher, etc. Donc il y a vraiment des choses parfaitement démontrées de ce côté-là. Donc la vision peut-être. Le langage ensuite. Alors, pour parler, pour échanger, pour communiquer, nous avons des mots, nous avons un langage, mais chez les plantes, on peut faire l'analogie d'un langage chimique. Même dans le vivant en général, il y a beaucoup de molécules chimiques émises par un organisme qui sont perçues par l'organisme voisin et qui va déclencher une réponse chez cet organisme voisin. Donc, chez les arbres, est-ce que ça existe ? Alors, les recherches sont en cours. Je ne peux pas vous dire oui, c'est tout à fait vrai. Ce qui est sûr, c'est que les arbres émettent des composés chimiques dans l'atmosphère. On appelle ça en science des composés organiques volatiles. Volatiles parce qu'ils s'envolent, comme vous l'avez si joliment dit dans votre poème. Donc effectivement, ce murmure, ce langage aérien, il est peut-être là, il existe peut-être. Quand je dis peut-être, c'est qu'on ne sait pas bien si ces composés sont perçus par l'arbre voisin pour déclencher une réponse. Ou bien est-ce que l'autre hypothèse, c'est qu'une plante, en fait, émet des composés chimiques volatiles dans l'air. Une feuille qui est attaquée, par exemple, par un herbivore, va émettre des composés. Ces composés se répandent dans l'air autour de la plante et mettent en alerte toutes les autres feuilles de cette plante. C'est donc une communication intra-plante qui se passe à l'extérieur, si vous me suivez. C'est-à-dire que finalement, ces composés sont destinés à la plante elle-même pour la mettre en état de défense maximale face à l'attaque herbivore. Et la communication avec la plante voisine, ça serait peut-être qu'une communication de la plante qui déborde. Donc, si vous me suivez bien, voilà, il y a deux hypothèses là. Certaines écoles disent, oui, cette plante-là émet des composés, cet arbre-là émet des composés, puisqu'ils sont perçus par le voisin et que ça déclenche une réponse, c'est bien qu'il avait l'intention de lui parler. Puis l'autre école dit, non, c'est en fait une communication pour cet arbre-là qui déborde sur l'arbre voisin, parce que, là encore, d'un point de vue évolutif, quel serait l'intérêt pour un arbre ou pour une plante de prévenir son voisin qu'il est attaqué, alors que ce voisin est un concurrent, est un compétiteur dans l'écosystème dont parlait Laurent. Donc, vous voyez, je ne peux pas vous répondre, oui, les arbres se parlent entre eux. Je peux simplement énoncer des faits et émettre des hypothèses. Il y a une communication, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de pensée, mais il y a effectivement des éléments qui permettent de dire qu'il y a communication. Il y a certains de mes collègues qui vont aller plus loin, qui diront que je suis trop frileuse, et puis qui parleront aussi de ce qui se passe dans le sol. Là, on a parlé de ce qui se passait dans l'air, mais dans le sol, il y a ça aussi, factuellement, les arbres sont connectés entre eux par les champignons qui emballent leurs racines, ce qu'on appelle les mycorhizes. On sait que ces champignons sont extrêmement nombreux dans le sol, qu'ils se touchent et qu'il y a bien des échanges de substances entre deux arbres. Laurent Latuyère. Alors, je profite de ce qui a été évoqué, notamment on a parlé d'œil et de cerveau. Et du coup, ça me renvoie à une phrase de Francis Allais, qu'on a évoquée tout à l'heure, que je trouve très intéressante, parce qu'elle renvoie finalement à cette ambivalence de nos rapports avec les arbres. L'humain aime les arbres, l'humain sait que les arbres sont importants pour lui, mais en fait, comme ça ne fonctionne pas comme nous, on ne les comprend pas. Et c'est pas la même temporalité. C'est pas la même temporalité, mais ça, on le perçoit plus ou moins, mais c'est pas comme nous. Donc on fait de l'anthropomorphisme pour essayer de s'en rapprocher, mais ça marche pas vraiment, et c'est effectivement un peu un risque. Et donc Francis Allais dit l'animal règne sur l'espace et l'arbre sur le temps. Il en résulte que celui qui domine le temps est aussi le maître de celui qui ne domine que l'espace. Ces êtres sans œil ni cerveau sont les maîtres. Cela bouleverse notre philosophie. Je trouve ça très vrai. Voilà. Ce sont des propos qui sont effectivement aussi presque poétiques. Oui, non, mais je réfléchissais effectivement. Oui, évidemment, sans yeux, sans cerveau, ça c'est
c'est très clair, mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, parce que j'ai lu diverses choses, alors effectivement, avec des points de vue qui ne concordent pas toujours entre eux, hein, des études scientifiques sur cette, on va dire, communication avec des guillemets, hein, des arbres. Et ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est justement toute cette dimension souterraine de l'arbre, et puis ces micro-organismes qui pourraient établir des connexions, hein, sans en dire plus. Et voilà, je trouve que là, cela engage après une perception de la nature qui peut permettre de penser, hein, d'imaginer, sans anthropomorphiser, sans faire d'analogie directe, hein, bien évidemment, mais d'imaginer effectivement tout un monde de ce que moi j'appelle un monde de parole. Mais je donne évidemment à parole, à ce terme de parole, un sens extrêmement large, hein, et qui ne renvoie pas à notre langage. Merci beaucoup, Pascale Auret-Jonchière. Je rappelle le titre de votre recueil de poésie paru récemment aux éditions du Taillis-Pré, Plein champ, poésie verte. On le trouve facilement ? On le trouve très facilement, notamment à la librairie des Volcans à Clermont-Ferrand. Merci aussi Fabrice Planchat. Vous avez 2 ateliers en tant que luthier dans lesquels vous travaillez des bois anciens. Les bois qui poussent en ce moment, les arbres jeunes auprès desquels on va se promener, ce seront les violons du 21e siècle. Les cultures existent toujours. Je le souhaite, en tout cas, aux futures générations de continuer à pratiquer la musique et la richesse du timbre des violons dans les orchestres, et j'encourage toujours les compositeurs à utiliser cet outil sonore parce qu'il réveille chez nous des émotions qui nous rendent plus humains tout le temps, un peu plus. Merci également Catherine Laine, enseignante-chercheuse au laboratoire Piaf. Et puis merci également à vous, Laurent Latuyère. Vous donnez régulièrement des conférences sur l'arbre dont on m'a dit qu'elles étaient passionnantes. Merci à tous les 4. On se quitte avec le point de vue de la Fée Malou. Imaginez un vaste univers, au centre duquel se promène une planète. Dans ce monde, une contrée montagneuse. Entre ses sommets, une forêt vierge. Et au cœur de ces bois, une graine. Elle a germé depuis quelques semaines déjà. Et cette graine est un vergne. Un petit vergne qui essaye de pousser. Il est minuscule. Il se sent ridicule. Il aimerait bien pousser un peu plus vite, un peu plus fort. Mais tout autour de lui, les arbres sont gigantesques. Leurs troncs énormes, leurs feuilles grosses comme une main d'homme. Il ne peut ni entrevoir le soleil, ni recevoir la moindre goutte de pluie. Alors il reste tout petit. La Fée Malou, la fée des nuées ardentes, dont on vous invite à découvrir les aventures sur le site du festival. Vous saurez notamment ce qu'il advint du petit vergne. De quel bois se chauffent les arbres ? Une émission du festival Les Nuées Ardentes. Préparation, Fanny Sorbader. Prise de son, Francisque Brémond. Extrait de Bois contre bois, film musical de Jacques Hubert avec le quatuor Sésame, distribué par Logarithme Productions.